Bonjour à tous, Jérémy Hureau, adjoint au directeur de Ecolab. Merci de vous être connecté ou d'être resté connecté pour la deuxième journée du Meetup Green Tech et cette nouvelle table ronde intitulée « Les Green Tech au service de la RSE ». Je vous laisse initier les débats. Merci et merci beaucoup à l'équipe du Meetup Green Tech de nous donner cette occasion d'aborder les sujets de la responsabilité sociétale des entreprises, la RSE avec vous. Il y a beaucoup de définitions de la RSE, mais si on veut le dire simplement, on peut parler de la contribution des entreprises au développement durable et on voit tout de suite ce que ça implique comme enjeu et comme opportunité pour le monde de la Green Tech, puisque il compte parmi les acteurs qui permettent aux entreprises de piloter leur transition. Et donc, pour en parler, nous avons la chance de réunir ce matin Pauline Becquet, qui est directrice générale de Finance for Tomorrow, qui réunit les acteurs de la place de Paris engagés pour orienter la finance vers des objectifs durables, bas carbone et inclusifs. Et nous avons également la chance de réunir Julien Trombini, qui dirige Metiguet, qui est une firme qui aide les entreprises à produire des analyses chiffrées sur leur impact et leur capacité de résilience face au changement climatique. Mais évidemment, je leur donnerai très vite l'occasion de préciser cela. Moi-même, je suis Gilles Bonmory, je travaille à France Stratégie et j'assure le secrétariat général de la plateforme RSE qui réunit les parties prenantes de l'entreprise en France sur les questions soulevées par la responsabilité sociétale des entreprises. Et c'est déjà une bonne façon d'entrer sur le sujet de la RSE que de dire cela, puisque un des points de départ de la RSE, c'est de se préoccuper des intérêts, des attentes des parties prenantes des entreprises et de poser la question des attentes, donc de l'ensemble de l'écosystème qui permet à une entreprise d'interagir avec son environnement, avec ses parties prenantes internes, ses salariés, ses actionnaires, externes, ses partenaires d'affaires. Et cette RSE qui est présentée comme un mouvement, alors on peut la faire remonter très loin dans l'histoire, mais en quelques secondes, je voudrais simplement souligner à quel point l'importance de la RSE a accru ces dernières années. On peut se souvenir qu'en France, dès le début des années 2000, l'obligation de produire un rapport RSE a été élaborée par la loi pour les plus grandes entreprises cotées. Cette obligation s'est précisée, s'est outillée depuis. Aujourd'hui, de très nombreux documents et référentiels construisent la manière dont les entreprises réfléchissent l'organisation, la gouvernance de leurs responsabilités sociétales. Je voudrais simplement citer une norme internationale parce que les référentiels ont d'autant plus de sens qu'ils ont été définis de manière large, collégiale et internationale. Je pense à la norme ISO 26000 qui a beaucoup mobilisé les acteurs de l'entreprise et qui a donné une définition de la RSE s'intéressant précisément au lien entre les entreprises et toutes leurs parties prenantes pour définir une stratégie de responsabilité sociétale. Je voudrais avoir un propos le plus optimiste possible sur les attentes aujourd'hui des parties prenantes de l'entreprise en matière de RSE qui s'expriment sur l'ensemble des marchés des biens et services quand les consommateurs sont très exigeants sur la nature, la provenance des produits qu'ils vont acheter. Marché de l'emploi, on parle de marque employeur, mais on se préoccupe aussi beaucoup maintenant de ce que les entreprises employeurs ont à dire aux talents qu'ils recrutent en matière d'engagement RSE des entreprises. Et bien sûr, marché financier et plus généralement le rôle des actionnaires et des investisseurs. Ça se traduit par exemple dans la place que prennent les sujets de RSE dans les assemblées générales. Ce sont des critères assez objectifs qui permettent de voir que la RSE, effectivement, prend de l'ampleur, se rapproche de la stratégie des entreprises, prend aujourd'hui une vraie place dans la conduite de la transition des entreprises. D'où le besoin de faire des démonstrations sur ces marchés de biens et services, marché d'emploi, marché financier. Et il n'y a pas de... On dit il y a pas de RSE, il y a que des preuves de RSE pour démontrer qu'on est meilleur sur ce domaine-là. Ça suppose des mesures, des stratégies d'évaluation, des instruments comme des labels ou des dispositifs de notation.
Et c'est un écosystème qui est en train de se préciser, d'évoluer. On aura l'occasion d'en parler. Je vais passer très vite la parole à Pauline Becquet, qui a un regard aiguisé, notamment sur les réformes qui sont en cours en matière de RSE et de finances durables. Pauline. Oui, tout à fait. Merci beaucoup, Gilles. Bonjour à tous. Donc effectivement, là, pendant très longtemps, la RSE, c'était aller au-delà de la réglementation. Il se trouve que ces dernières années, la réglementation s'est très fortement durcie et donc vient accélérer les choses pour les entreprises et les acteurs financiers, et notamment parce qu'au niveau de la Commission européenne, on a un plan d'action finance durable qui a été annoncé en 2018 et une stratégie finance durable renouvelée annoncée ensuite en 2021. Et donc, ce plan d'action finance durable, en fait, apporte un certain nombre de nouvelles réglementations qui viennent encadrer le secteur financier et renforcer les exigences vis-à-vis du secteur financier. Et donc, par effet de cascade, ça va aussi découler sur les entreprises. Alors, quels sont ces grands textes? J'ai le défi de vous présenter toute cette réglementation extrêmement complexe en 5 minutes. Donc, j'espère être claire. Donc, on a d'abord la taxonomie européenne. La taxonomie européenne, c'est quoi? C'est un référentiel, une classification des activités économiques durables sur le plan environnemental. L'objectif, c'est quoi? C'est de parler un langage commun, d'être sûr que tout le monde est aligné sur ce qui est vert, entre guillemets, en tout cas ce qui est durable sur le plan environnemental ou ce qui ne l'est pas. Et donc, cette taxonomie européenne, elle vient définir 6 grands objectifs environnementaux et expliquer comment un certain nombre d'activités économiques contribuent à ces objectifs. L'objectif de cette taxonomie, au-delà du langage commun, c'est aussi de pouvoir réorienter les flux financiers vers une économie en fait, qui soit alignée avec l'accord de Paris. Donc, on a le premier règlement de taxonomie qui, du coup, va imposer aux acteurs financiers de publier la part verte de leurs investissements, au niveau portefeuille global d'investissement, mais aussi au niveau produits financiers. Mais elle va aussi imposer aux entreprises qui sont soumises à la directive sur le reporting non financier et prochainement la CSRD, de reporter leur chiffre d'affaires aligné avec la taxonomie, ainsi que leurs dépenses d'investissement et d'exploitation alignées avec la taxonomie. Donc ça, c'est taxonomie. Ensuite, on a le règlement SFDR pour Sustainable Finance Disclosure Regulation. Ce règlement, il s'impose aux acteurs financiers et il impose en fait aux acteurs financiers de communiquer des informations ESG, donc environnement, social, gouvernance, sur les fonds notamment, et de classifier ces fonds selon qu'ils poursuivent ou non des objectifs d'investissement durable ou s'ils présentent des caractéristiques environnementales ou sociales. Donc, on a 3 niveaux de fonds qu'on appelle les fonds article 6, article 8, article 9. Les articles 9 sont ceux qui visent un objectif d'investissement durable. Les articles 8, ceux qui ont des caractéristiques environnementales ou sociales. Et les articles 6 sont tous les autres fonds. Sur l'ensemble de ces fonds, qu'ils soient durables ou non, les acteurs financiers ont des obligations de reporter des informations ESG, et notamment ce qu'on appelle les Principal Adverse Impact Indicators, donc des indicateurs d'impact négatif. Donc, il faut, sur l'ensemble de ces produits financiers, des fonds, donner cette information pour l'épargnant. Donc, par conséquent, les acteurs financiers ont besoin de ces informations reportées par les entreprises. Et donc, en parallèle, on a bien sûr la CSRD, la Corporate Sustainability Reporting Directive, qui vient remplacer la précédente NFRD, donc celle qui avait été transposée dans le droit français et qui conduit aujourd'hui à la DPEF, la Déclaration de performance extra-financière. Donc, elle est en train d'être révisée, cette directive. Et les grandes nouveautés, c'est d'abord une extension du champ d'application. Précédemment, à part des effets de seuil, et aussi les PME cotées vont être concernées. Donc précédemment, la NFRD, elle concernait à peu près 11 000 entreprises. Là, on va passer à 50 000. Et la deuxième, c'est bien sûr la normalisation de cette donnée sur la durabilité. Comme on a normalisé les normes comptables, on est en train de normaliser la donnée ESG qu'il faudra reporter dans les rapports RSE. Pourquoi? Parce que justement, les investisseurs, pour réallouer les actifs vers des activités économiques qui sont alignées avec les objectifs de l'accord de Paris, qui sont responsables, ils ont besoin d'informations fiables, exhaustives et comparables. Et donc, c'est pour ça qu'on est dans ces travaux de normalisation de la donnée.
Je vous passe, il y a d'autres règlements européens sur les indices bas carbone ou des indices alignés avec l'accord de Paris, mais voilà, il y a tout une normalisation sur les green bond standards. Je passe le détail là-dessus. Il faut savoir qu'au niveau français, on a des spécifications, enfin des obligations supplémentaires avec notamment l'article 29 de la loi énergie-climat qui impose aux acteurs financiers de faire un rapport ESG qui va plus loin que les obligations du règlement SFDR dont je vous ai parlé, et notamment qui va demander à ces acteurs financiers de donner des informations précises sur la biodiversité, comment leur stratégie d'investissement est alignée avec les objectifs de biodiversité, et comment les risques de biodiversité sont gérés. Donc ça, aujourd'hui, ça n'est pas dans SFDR, donc ça vient s'ajouter pour les acteurs financiers français qui, encore une fois, par effet de cascade, vont demander aux entreprises dans lesquelles ils investissent ces informations. Ça, c'est le cadre réglementaire. Autour de ça, on a des cadres volontaires. On avait depuis un certain temps déjà la TCFD, la Task Force on Climate Financial Related Disclosure. Je ne vais pas m'étendre dessus parce que Julien va en parler, mais juste en résumé, c'est un cadre volontaire de reporting sur le climat pour les entreprises, financières comme non financières. Et est en cours d'élaboration la TNFD, donc la Task Force on Nature Financial Related Disclosure, donc qui là travaille à un cadre de reporting, pareil, qui s'adresse aux entreprises financières et non financières, mais sur les sujets de capital naturel, biodiversité, etc. Donc on voit qu'on est dans une émulation réglementaire. Juste une précision aussi au niveau international. J'ai précisé qu'on avait des travaux de normalisation en cours de la donnée ESG. C'est aussi le cas au niveau international avec l'International Sustainability Standard Board de la Fondation IFRS qui travaille aussi à la normalisation internationale de ces données. Donc, on est vraiment dans un contexte où tout le monde travaille sur ces sujets et avec des exigences qui sont en train d'être renforcées très fortement sur la transparence et les données à publier. Tout ça dans un objectif, bien entendu, d'aligner tous les acteurs avec les objectifs du développement durable et les objectifs de l'accord de Paris. Et par-dessus ça, s'ajoutent bien entendu tous les engagements volontaires des acteurs dans les alliances net zéro, par exemple. Donc voilà un peu, j'ai essayé de vous dresser rapidement le panorama de la réglementation, mais pour expliquer que l'enjeu de la donnée, il est vraiment clé aujourd'hui dans toutes ces réglementations et qu'on est en train de venir essayer de préciser. Et voilà. Et donc les green tech, en tout cas, peuvent jouer un rôle très important sur tous ces sujets-là. Merci beaucoup. Merci d'avoir tenu le challenge. Julien, Metiget est une des solutions qui peut permettre de rebondir sur ces attentes. Oui, merci Gilles et Pauline. En effet, la réglementation, elle devient éminemment stratégique pour les entreprises qui s'appuient sur ces cadres pour évoluer, pour se transformer, avec un enjeu majeur que Pauline soulignait sur l'importance de la donnée. La donnée est importante parce qu'elle est parfois difficile à collecter, avec des besoins différents selon qu'on est une entreprise qui souhaite se transformer ou un acteur des marchés financiers. Et elle est importante parce qu'il faut la faire parler, cette donnée-là. Il faut comprendre ce qu'elle peut nous apporter comme information utile à la transformation de l'entreprise. Alors, on parle de RSE ou d'ESG, enfin, selon les acteurs dont on parle, plutôt ESG pour les acteurs des marchés financiers et RSE pour les entreprises, mais sur le fond, on parle plus ou moins du même sujet qui est de se transformer et voilà, d'aller sur des économies régénératives. Je reviens sur la data, je reviens surtout sur un cadre de recommandation qui s'appelle la TCFD dont Pauline a parlé. Donc, il y a de la réglementation dure qui concerne toute cette réglementation obligatoire et de la réglementation douce qui incite les entreprises à s'engager dans une démarche qui va peut-être dans le prolongement de cette réglementation dure. La TCFD, elle incite les entreprises à réaliser une analyse de leurs risques et opportunités face au changement climatique. Donc, ça ne couvre pas absolument tous les sujets ESG ni RSE, mais ça couvre les sujets climat. Et pour réaliser cette analyse qui est fondamentalement stratégique, puisqu'elle permet aux entreprises de définir un plan de transition derrière pour améliorer leur performance vis-à-vis du climat, elles ont besoin de données. Donc, ces données-là, ça va être des données internes à leur activité, si je prends le prisme des entreprises plutôt que des acteurs des marchés financiers à ce stade.
Donc, nous, voilà, Metigate et d'autres solutions, hein, je ne suis pas là forcément pour parler de notre offre, mais en tout cas, il y a des solutions de la Green Tech qui existent pour collecter ces données, les qualifier et les relier à des impacts concrets pour l'entreprise. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, au-delà de la réglementation, au-delà voilà, de l'aspect éminemment stratégique de cette réglementation, les entreprises, pour la plupart, ont compris qu'elles devaient changer pour leur survie, hein, si on peut utiliser des mots un peu forts. Et on sort d'une logique voilà, de RSE plutôt pour des côtés éthiques, pour des côtés voilà, de valeurs qu'une entreprise veut porter, et on va vers de la stratégie de survie. Et donc, on doit comprendre comment le climat va impacter l'activité d'une entreprise. On doit projeter finalement l'activité d'une entreprise sur des scénarios climatiques 2030, 2050, en s'appuyant sur des hypothèses scientifiques comme les scénarios du GIEC ou les scénarios de prix de commodité de l'Agence internationale de l'énergie. En tout cas, on doit utiliser tout ce qui est à notre disposition pour comprendre comment le changement climatique va impacter les revenus d'une entreprise, ses coûts, ses contraintes opérationnelles, son license to operate. Et tout ça doit permettre de convaincre, si ce n'est pas déjà fait, un bon nombre de structures du besoin de changer. Et c'est là que la donnée est importante, c'est-à-dire que, encore une fois, au-delà des valeurs qu'on porte tous, j'imagine, là, autour de cette table et vous qui suivez cette table ronde, une entreprise, pour exister, elle doit être rentable et elle doit avoir le droit d'exercer. Et en lui démontrant par les chiffres et par l'analyse qu'elle n'a pas le choix, en fait, pour maintenir une rentabilité et son droit d'exercer, de se transformer, parce que sinon, en fait, en 2050, par exemple, ou en 2035, selon l'entreprise, selon tel ou tel scénario du GIEC, elle perd toute rentabilité ou alors elle ne pourra plus du tout exercer son métier. Et là, on a quelque chose d'extrêmement puissant pour conduire le changement et les aider à évoluer, non pas seulement dans une logique d'optimisation de leur processus, de réduction de leur consommation énergétique, mais parfois dans une logique de transformation profonde de leur business model. Et je pense qu'il faut assumer le retour sur investissement qu'il y a pour les entreprises à se transformer. Il faut l'assumer parce que je trouve ça très positif et ça permet d'imaginer une nouvelle économie. On ne porte pas des valeurs d'innovation qui vont nous sauver de quelque chose d'inéluctable. Par contre, on porte des valeurs d'une économie qui peut être régénérative et qui peut être faite différemment de ce qu'on a pu faire sur ces dernières décennies. Et donc, les solutions de la Green Tech, en tout cas pour Metigate, peuvent proposer des analyses extrêmement précises, puissantes, qualifiées, qui permettent d'objectiver tous ces gains finalement financiers et d'image qu'il y a à récupérer dans la transformation, non pas dans une logique purement opportuniste, mais dans une logique pragmatique d'être conscient que voilà, il faut se transformer d'abord pour notre économie et maintenir quelque chose d'important pour éviter un effondrement. Voilà, et quelques mots très rapides sur les acteurs des marchés financiers et la finance durable, qui ont des enjeux évidemment alignés avec les enjeux des entreprises, avec des enjeux data peut-être encore plus importants, puisque un gestionnaire d'actifs, par exemple, va avoir plusieurs milliers de lignes à suivre s'ils sont sur des investissements dans des entreprises cotées. Un fonds de private equity va avoir parfois quelques centaines de lignes à suivre et à animer pour les aider à s'améliorer d'un point de vue ESG et stratégie d'adaptation et d'atténuation. Donc, il y a des enjeux qui sont data démultipliés encore par rapport aux entreprises, avec un besoin d'avoir des solutions industrialisées, scalées, pour pouvoir collecter de la donnée rapidement, efficacement et générer des analyses qui sont à la fois macro au niveau des portefeuilles pour prendre des décisions rapides, et à la fois suffisamment précise pour travailler avec chaque participation sur sa transformation et son développement. Donc, nous, on porte une solution plutôt orientée entreprise, participation, que directement utilisable par les fonds d'investissement ou les asset managers, en tout cas par les acteurs de marché financier. Mais sachez qu'au sein de la Green Tech, il y a des solutions qui proposent plein de choses sur ces sujets-là pour les acteurs des marchés financiers. Et voilà, nous, je dirais qu'on intervient un peu plus après un bilan carbone déjà, et puis avant un travail avec le fonds qui va être impliqué dans une participation donnée, avec qui on travaillerait sur la transformation. Voilà, en gros, comment on pourrait prolonger un peu la discussion de ce que vous aviez introduit, Pauline et Gilles, sur ce sujet-là. Et voilà, c'est tout pour moi pour l'instant. Merci beaucoup. Dans les membres de la plateforme RSE, qui sont en fait les entreprises, les représentants des salariés, des ONG, des institutions publiques,
ont mis beaucoup de temps à se mettre d'accord sur une définition de la RSE et sur aussi une définition de la manière de faire progresser la RSE. Et l'équilibre auquel ces réflexions ont abouti, c'est l'idée d'un smart mix, enfin, je sais pas trop comment le traduire, d'une combinaison correcte entre les initiatives volontaires et la réglementation. Et ça renvoie un peu à la question de qu'est-ce qui, au fond, va motiver ou va faire un effet de levier le plus utile pour amener les entreprises progressivement. Alors peut-être les entreprises françaises, les entreprises européennes, dans une logique aussi de concurrence internationale, à élever leur niveau d'exigence en matière de RSE. Donc si peut-être je peux vous poser la question comme ça, qu'est-ce qui à vos yeux est le plus efficace pour motiver les entreprises à s'engager dans une exigence RSE plus importante? Bon, peut-être Pauline. Alors, peut-être, oui, si je peux commencer, enfin, je pense que oui, il faut, comme vous le disiez, un équilibre entre initiative volontaire et réglementation. Il y a deux choses. Le problème, c'est avec les initiatives volontaires, c'est qu'on l'a vu, c'est pas allé assez vite. Enfin, aujourd'hui, le monde est dans un état, face à l'urgence climatique, on n'est pas encore prêt. On n'a pas mis en place les actions qu'on aurait dû mettre en place pour atténuer à la hauteur des défis qui nous attendent les émissions. Donc, malheureusement, on voit bien que seules les initiatives volontaires, ça ne fonctionne pas. Donc, il faut de la réglementation. Le problème de la réglementation, c'est quand il y en a trop et qu'on devient juste dans une démarche conformité tick the box, on n'a pas du tout résolu le problème. Et on va mobiliser des ressources incroyables au sein des entreprises juste pour répondre à la réglementation et à des exigences de transparence. Et alors, je ne parle même pas justement des PME qui n'ont absolument pas les ressources pour répondre à ces exigences. Donc, c'est important qu'il y ait vraiment de la proportionnalité dans ces réglementations, de prendre en compte les différentes tailles d'entreprise, les différents niveaux de maturité, les ressources de chacun. En revanche, je pense qu'on est obligé de passer par de la réglementation pour accélérer. Là, on l'a vu justement avec ce plan d'action finance durable. Les choses sont en train de changer. Ce qui est intéressant avec ce plan d'action finance durable, c'est vraiment que comme on a des réglementations dans tous les sens, puisque je vous ai donné que les plus grosses, ça touche toutes les fonctions de l'entreprise. Donc, en fait, tout le monde est en train maintenant de se former à marche forcée sur ces sujets-là. Et c'est plus uniquement la direction RSE. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, les directions financières, elles sont à fond dedans. Et c'est ça qui est intéressant parce que du coup, ça permet de créer justement du lien au sein des entreprises et de faire en sorte que toute l'entreprise avance ensemble et que ça ne soit pas juste quelques personnes isolées qui essayent de faire avancer l'entreprise. Donc, ça a un effet positif. Après, il faut aussi voir que ça reste pragmatique et applicable. Et c'est vrai que là, avec, il y a un peu un rouleau compresseur qui arrive, faut être honnête. Il y a des choses qui sont, comme toutes ces réglementations ont été faites en même temps, il y a des choses qui ne sont pas forcément cohérentes, bien imbriquées. Donc, il va falloir réviser, mais il faut accepter que en fait le jeu en vaut la chandelle, quoi. Donc il faut y aller. Oui, c'est compliqué, oui, ça demande des ressources, mais on a besoin, en fait, la donnée est vraiment au cœur de tout et donc on a besoin de cette transparence et de savoir où en sont les entreprises. Et en plus, pas qu'en rétrospective, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est vraiment sur des demandes sur projetez-vous justement, quelle est votre trajectoire pour atteindre ces objectifs de développement durable, pour atteindre les objectifs de l'accord de Paris. On n'est plus uniquement sur des empreintes carbone passées, etc. C'est vraiment, voilà, il faut que ça soit inscrit dans les stratégies des entreprises, qu'on soit dans le prospectif. Donc, c'est encore plus complexe, mais si on ne le fait pas, on n'y arrivera pas. Donc voilà, c'est une réponse un peu longue pour finalement conclure comme vous qu'il faut un équilibre entre les deux, mais je pense qu'on est malheureusement obligé de passer par la réglementation. Merci. Julien, votre regard sur les motivations des entreprises? Oui, moi je rejoins Pauline sur tout ce qu'elle a évoqué, avec peut-être aussi le fait de se dire que c'est justement quelque part, paradoxalement, la complexité de la réglementation qui la rend stratégique, dans le sens où si on demande aux entreprises de faire que de la taxonomie ou que de la SFDR ou que du CSRD, finalement ça reste du reporting et il n'y a pas beaucoup de fonds potentiellement pour la transformation, mais c'est en combinant justement toutes ces approches-là avec de la réglementation douce, type TCFD pour ne citer qu'elle, mais avec beaucoup d'autres initiatives évidemment, qu'on a une stratégie de transformation
Donc, je rejoins en tout cas Pauline sur la complexité de bien rentrer là-dedans, mais aussi l'utilité d'aborder la réglementation sous différents aspects. Et puis, bah oui, évidemment, la résilience, enfin, démontrée par la data, par les projections, par l'utilisation de données scientifiques mises à disposition de tous, qu'il y a une nécessité de se transformer pour gagner de la résilience et que ce serait au bénéfice du plus grand nombre de s'engager dans une transformation RSE profonde. Ça, c'est extrêmement puissant aussi. Ça va au-delà de la réglementation, c'est complémentaire, c'est pas du tout antinomique par rapport à la réglementation, au contraire. Mais voilà, c'est vraiment le complément idéal de démontrer par A plus B la nécessité de se transformer d'un point de vue purement économique. Merci. Dans la construction des données, et notamment des données sur les marchés financiers, on comprend qu'il y a un besoin de pouvoir comparer les entreprises. C'est logique, c'est le modèle idéal. Et ça renvoie du coup à l'idée d'avoir nécessairement une construction d'indicateurs consensuels. Et les indicateurs existent par milliers dans le paysage de la RSE. Et on peut se demander s'il n'y a pas une tension ou pas une incompatibilité, mais c'est difficile de concilier le fait de pouvoir utiliser des outils qui comparent les entreprises et le fait d'avoir des outils qui sont adaptés à tout ce qui fait l'entreprise différente, c'est-à-dire son territoire, évidemment son métier, sa taille, son âge, son statut sur le spectre qui va de l'association à la SAS. Et l'enjeu est de faire en sorte que les outils qu'on va utiliser, je dirais, respectent, en tout cas, comprend chaque entreprise dans sa spécificité. Et si je dis ça, c'est parce qu'on entend beaucoup de témoignages d'entreprises. Alors, c'est souvent effectivement les PME, vous en avez déjà parlé, Pauline, qui souligne ça, qui ont le sentiment d'être notés par un référentiel qui ne leur correspond pas. Est-ce qu'il n'y a pas un risque? Alors, je ne sais pas s'il faut dire des victimes des outils ou parler de RSE à 2 vitesses, mais d'avoir des outils qui, cherchant à comparer une industrie lourde et un petit artisan ou une équipe de service, va avoir du mal à embarquer tout le monde dans ce mouvement. Je ne sais pas si vous avez vu. Moi, je pense que c'est là où justement il peut y avoir un rôle de la technologie et de l'innovation, parce que je parlais des ressources tout à l'heure. Justement, des fintech, des green tech vont pouvoir aider à aller produire cette donnée beaucoup plus rapidement, beaucoup plus simplement. Enfin, il y a beaucoup aujourd'hui de solutions qui se développent avec des API qui viennent se connecter directement sur les outils comptables de l'entreprise. Enfin voilà, pour éviter justement tout ce reporting manuel et fastidieux. Donc, je pense qu'en tout cas, dans la production de la donnée, pour venir accompagner les petites et moyennes entreprises qui n'ont pas ces ressources, il y a un boulevard pour les green tech de développer des solutions qui vont aider à produire ces données de manière rapide et fiable, pour autant fiable. Et après, sur le côté comparaison, grandes entreprises, petites entreprises, je pense qu'il y a certains indicateurs qui doivent être communs à toutes les entreprises, mais que ensuite, dans les analyses qui sont faites et les décisions, généralement, ça se fait par secteur et ça se fait en regardant quand même la taille de l'entreprise. Donc, il faut il y a quand même des analyses plus fines qui sont faites et on n'est pas juste sur des analyses macro au niveau des portefeuilles d'investissement. Ça va dépendre de la classe d'actifs, ça va dépendre du secteur. On va d'abord prioriser les secteurs qui ont le plus d'impact sur l'environnement, par exemple, pour une stratégie net zéro d'un acteur financier. Donc, je pense que la donnée, elle a besoin d'être quand même différenciée et plus fine et que la Commission européenne essaye de faire ça justement dans ses travaux de normalisation en cours, puisque les FRAG, donc qui est l'organe qui est en train de faire cette normalisation de la donnée, ils ont bien prévu d'avoir une partie donnée en fait transversale qu'ils appellent secteur agnostique, donc que tout le monde doit reporter, et puis des indicateurs sectoriels spécifiques, mais aussi de donner la possibilité d'avoir des indicateurs propres à l'entreprise. Donc, voilà, effectivement, dans les analyses qui sont faites, il ne faut pas mettre tout le monde dans le même panier. Merci. Julien, vous êtes d'accord? Oui, en effet. Oui, je suis encore d'accord avec Pauline. J'ajouterais juste
Je suis d'accord, hein, je reviens sur le boulevard qu'il y a pour les entreprises à se connecter à différentes solutions pour collecter de la donnée le plus facilement possible. Plus on ira vite sur cette étape de collecter la donnée, et plus on en fera quelque chose d'intéressant. On pourra passer du temps et de l'énergie sur vraiment des choses finalement plus intéressantes pour les entreprises et les fonds et les asset managers ou fonds de private equity et autres acteurs des marchés financiers. Il y a aussi quelque chose d'intéressant, c'est qu'on a peut-être une approche très macro des notations financières, justement pour répondre aux besoins des acteurs des marchés financiers, et qu'on est en train de transformer ça par une approche bottom-up, donc si je peux utiliser cet anglicisme-là, c'est-à-dire plutôt de voir les notations de fonds d'investissement ou des acteurs des marchés financiers comme une agrégation de tout le travail qui a été fait participation par participation, c'est-à-dire au niveau de l'entité, de l'entreprise, plutôt que de voir quelque chose de sectoriel ou de très macro. Et c'est vraiment la technologie là qui va nous permettre de faire ça. On sait le faire, hein, on collecte beaucoup de données déjà aujourd'hui, plutôt à des fins de marketing digital, pour citer cet exemple-là. Mais la technologie existe, donc il manque encore peut-être un petit peu des entreprises qui arrivent à proposer vraiment des solutions efficaces, scalables, pertinentes sur ces sujets-là. Mais on est en train de faire ça, d'arriver sur une approche d'agrégation des données de la maille de l'entreprise vers un acteur des marchés financiers, plutôt que le contraire, d'essayer d'appliquer, comme vous le disiez Gilles en introduction, des outils qui ont été imaginés plutôt pour des besoins d'acteurs de marchés financiers à des PME ou même des corporates pour qui c'est pas du tout adapté. Donc voilà, moi je suis très positif et optimiste sur des solutions à venir là dans les mois et années à venir qui vont vraiment chambouler et pour le mieux l'approche qu'on a de ces outils de notation. J'aurais volontiers une question sur la concurrence entre les causes, parce que alors les concepts de RSE d'une part et des outils comme les objectifs de développement durable aussi d'ailleurs développent une vision holistique de la RSE, c'est-à-dire d'essayer de réfléchir à l'impact de l'activité d'une entreprise sur tout, sur la société, l'environnement, ses parties prenantes internes et externes et dans toutes leurs dimensions. Ce qui va d'ailleurs poser des questions au moment où on va vouloir chiffrer la performance, parce qu'on va se retrouver à compenser des choses qui sont très éloignées les unes des autres, entre la qualité de vie au travail, la lutte contre les enjeux climatiques, les enjeux de gouvernance, de lutte contre la corruption, enfin qui sont des éléments tous très importants et que les acteurs de la RSE n'aiment pas trop hiérarchiser, précisément considérant que tout est lié, et c'est un peu le sens des objectifs de développement durable. Et on est peut-être à un moment où, venant au stade de la mise en œuvre, il faut faire passer des sujets avant les autres, ou en tout cas prioriser. Comment est-ce que vous percevez ça? Julien, je ne sais pas si je peux commencer. Moi, je suis d'accord avec ce constat parce que c'est vrai qu'on a tendance à focaliser en plus beaucoup les discussions et les débats sur le climat, beaucoup sur la biodiversité aussi, mais voilà, disons qu'on concentre beaucoup de discussions et de solutions sur l'environnement. Parfois, on oublie l'impact social et sociétal que peut avoir une entreprise dans le S de ESG. L'impact sociétal étant l'un des fondamentaux de l'importance de la transformation, et puis la gouvernance qui est un peu peut-être ce qui découle de tout le reste, je dirais. Nous, on parle de plus en plus, mais évidemment, c'est pas nous qui avons inventé ça, hein, je ne veux pas m'approprier ce terme-là, mais d'entreprise ou d'économie régénérative qui englobe vraiment tous ces aspects RSE sans faire de hiérarchie par rapport au climat, biodiversité, pollution de l'air, ressources en eau, gouvernance, etc., impact social, en se disant qu'en effet, on peut vivre dans une économie décarbonée, mais si l'aspect social est complètement négligé, finalement, on n'aura pas transformé notre économie de la bonne manière. Donc voilà, moi, je crois beaucoup en ce principe d'économie régénérative qui englobe tout. Et en tout cas, je suis forcément d'accord sur ce principe de ne pas hiérarchiser l'importance des sujets. Peut-être qu'il y a une hiérarchisation à faire en termes d'urgence. Peut-être qu'il y a des choses à faire en priorité, mais d'un point de vue timing. Mais en tout cas, en termes d'importance, on est tous au même niveau. Ouais. Et je vous laisse compléter. Je rejoins complètement ce que tu dis, Julien. C'est-à-dire que moi, je pense qu'il y a quand même une priorité dans le temps sur le climat, parce que là, il faut agir, mais clairement, il ne faut pas le faire au détriment des autres piliers. Et toi, tu parlais d'économie régénérative, un concept que je partage totalement. On a aussi le concept de transition juste qui émerge beaucoup dans le secteur financier, qui est de dire, il y a des conséquences sociales et sociétales très fortes du changement climatique, mais aussi des politiques
d'atténuation du changement climatique. Et donc, il faut en tenir compte. On ne peut pas prioriser le climat à tout prix en oubliant les gens, en fait, qui vont subir ça. Donc, c'est vraiment important d'adresser le sujet de manière globale. Et c'est d'ailleurs pour ça que dans la normalisation en cours, il y a un peu une concurrence qui se crée entre la vision américaine portée par les anglo-saxonne portée par les IFRS, de se concentrer justement sur le climat dans une optique uniquement de matérialité financière, c'est-à-dire de juste regarder quel impact ça a sur la valeur de l'entreprise, versus l'Europe qui, elle, porte cet enjeu de double matérialité. Donc, c'est non seulement on regarde l'impact financier, mais aussi et surtout l'impact que les activités de l'entreprise ont sur les facteurs environnementaux et sociaux, et que l'Europe tient à travailler sur les 3 piliers ESG en même temps et à pas uniquement prioriser le climat. Et donc ça, je pense qu'en tout cas, c'est important que les acteurs français et européens soutiennent cette vision du monde voilà, dans le débat international. Je soulève le fait que c'est pas forcément plus facile de mesurer un impact social qu'un impact environnemental. C'est même peut-être un peu plus compliqué à conceptualiser parce qu'on a affaire à des matières qui sont, en tout cas, qui ont donné lieu déjà à ce stade à moins d'expertise. Et la plateforme a été saisie par le gouvernement pour travailler sur l'affichage social des biens et services. Donc, c'est pas les marchés financiers, c'est vraiment marché biens et services. C'est un sujet qui est beaucoup moins mûr aujourd'hui que ne l'est le sujet de l'affichage environnemental, qui est lui-même à ses débuts, mais qui a déjà donné lieu à des travaux et des réflexions. C'est peut-être le moment de rebondir sur des questions qui sont posées. Je vois qu'il y en a une sur la TCFD et sa prise en compte sur la biodiversité. Sur la TNFD, alors peut-être. Alors, je vous laisse rebondir peut-être sur la question. Je ne sais pas si vous les avez... Alors, moi, je ne vois pas les questions. Alors, Ludovic a posé une question en demandant, vous avez évoqué un cadre proche de TCFD qui prend en compte l'impact sur la biodiversité. Pouvez-vous nous en dire quelques mots? Oui, alors c'est la TNFD, donc la Task Force on Nature Related Financial Disclosure. Donc l'idée, c'est d'élaborer un cadre de reporting pour que les entreprises financières et non financières puissent identifier et évaluer les risques liés à la biodiversité de leurs activités. Donc, il y a tout un processus qui est qui propose en fait une méthodologie pour essayer d'identifier et d'évaluer ces risques liés à la biodiversité. Et donc, en fait, ce cadre, il n'est pas encore définitif, c'est-à-dire qu'on est dans un process d'itération. Pour l'instant, ce sont des bêta frameworks qui sont publiés. Et à chaque fois, il y a une consultation. Les parties prenantes, c'est ouvert, donc si vous cherchez sur Internet, vous trouverez. Les parties prenantes peuvent y répondre. Et l'idée, c'est que le cadre définitif, qui restera un cadre volontaire, mais que le cadre définitif de reporting, il soit publié fin 2023. J'espère avoir répondu à la question. Je m'en voudrais de ne pas citer également les travaux, mais qui n'ont pas été, qui sont pas opérationnels, que la plateforme RSE a produit sur l'empreinte biodiversité des entreprises, saisie là aussi par le gouvernement. Et ce que nous avons pu, la plateforme RSE, ce qu'elle produit, met d'accord tout le monde. Donc aussi bien les représentants des employeurs, des salariés, des ONG. Ce qui veut dire qu'on explore tous les dissensus jusqu'au bout pour essayer de construire un consensus, mais qu'évidemment, quand il y a un désaccord, on peut pas prendre une position ferme sur un outil particulier, par exemple. Mais on a donc publié, tous nos travaux sont également en ligne sur le site de France Stratégie. On a publié un travail d'analyse de la manière dont les entreprises peuvent ou devraient évaluer leur empreinte en matière de biodiversité. Moi, peut-être, je profite des quelques instants qui nous restent pour vous poser une question sur le sentiment que vous avez sur la place de est-ce que la France est pionnière? Est-ce que le fait d'avoir été pionnier aide les entreprises françaises dans cet exercice-là? Et comment se situe peut-être en Europe et plus généralement dans le monde le paysage français des entreprises dans ce domaine? Alors, je pense que oui, la France a été pionnière clairement parce qu'on avait des réglementations avant tous les autres en matière de RSE. Donc, il y a déjà
je veux dire, des processus de collecte qui existent, etc. Mais bon, chez les grandes entreprises. Et là, finalement, la réglementation européenne est en train de remettre tout le monde à niveau. Et la nouveauté, en élargissant le périmètre, ça fait quand même rentrer dans le périmètre de reporting des entreprises qui, y compris en France, n'étaient pas soumises. Donc, je pense qu'il y a une remise à niveau généralisée, mais je crois qu'en France, en tout cas, bon, ça c'est un sentiment personnel, mais les entreprises françaises ont conscience, en tout cas, enfin, de l'utilité de ce reporting et du coup, peut-être iront plus vite à l'étape d'après de justement le reporting au service de la stratégie et du changement et pas le reporting au service de la conformité, ce qu'on peut malheureusement parfois trop souvent observer dans d'autres pays européens. Julien, vous partagez ce... Ouais, moi je partage. C'est moins un sujet sur lequel je suis à l'aise sur tout l'historique, mais du coup, enfin, ouais, je partage ce que disait Pauline. Carole Anne nous a posé une question sur la place des données sur la qualité de l'air dans les politiques RSE et dans quel cadre autre que la norme 14001. Est-ce que là, c'est une expertise que vous avez plus que... Ben, en tout cas, c'est vrai que sur les réglementations purement climat, ça n'apparaît pas. Enfin, sur les incitations, je pense à la TCFD et d'autres, hein, y compris tous les cadres de recommandation autour de l'empreinte carbone et de la diminution de son empreinte carbone. Donc, c'est deux choses très distinctes. Donc, en effet, je pense qu'on va retrouver ça plutôt dans des normes ISO. Et moi, j'ai pas connaissance de réglementation dure ou douce qui fasse intervenir ces sujets de pollution de l'air. Voilà, mais je laisse Pauline ou même vous, Gilles, compléter. Non, moi je partage le constat. Aujourd'hui, c'est quand même assez peu adressé, en tout cas dans la réglementation. Après, peut-être que dans le cadre de la taxonomie, avec les nouveaux objectifs environnementaux qui vont être définis là dans les mois à venir, on aura un peu plus d'informations sur le sujet. Mais en tout cas, aujourd'hui, il y a assez peu d'indicateurs obligatoires précis sur ces sujets-là, hormis pour les industries lourdes, quoi. Merci beaucoup. Merci à tous les deux et à l'équipe du Meetup GreenTech de nous avoir permis cet échange. Et je passe la parole en conclusion à Jérémy Hurault. Merci à tous. Ouais, effectivement, un grand merci aux intervenants et animateurs pour ces échanges très riches et vivants qui ponctuent cette matinée de belle manière. Et avant de vous retrouver à 14h pour la table ronde alliée sobriété et technologie pour décarboner les transports. Un grand merci à tous.